À toutes et à tous, donc je vais me présenter. Donc je suis Arnaud Besse, je suis le directeur du CDOS de Loir-et-Cher, un comité départemental olympique et sportif de Loir-et-Cher. Je suis aussi membre du réseau de compétences du Cross Centre sur différents sujets, le projet, la communication et bien évidemment le partenariat, le sujet qui nous intéresse ce soir. Donc ce que je vais faire, moi je vais partager mon écran. Je vous ai préparé un petit support d'information plutôt. Et tous les outils que je vous présenterai ce soir, je les ai envoyés à Fabien, donc vous les recevrez ultérieurement à ce webinaire. Donc comme ça, vous aurez tous les éléments et notamment la présentation de ce soir. Alors, je vais partager. Tac. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui. Alors, on va le mettre comme ça. Voilà. Alors, bon, pour commencer, vous voyez, je le fais au début parce que d'habitude, on le fait vers la fin, mais on oublie tout le temps, on est toujours pressé. Je tiens quand même à remercier, avant qu'on commence ce webinaire, la région Centre, l'Agence nationale du sport et le mouvement associatif qui nous financent ces webinaires. Je vous ai mis, voilà, pour les présentations, on l'a fait, et je vous ai mis mes coordonnées s'il y avait des questions qui viendraient un peu tard. Et voilà, n'hésitez pas à m'envoyer des questions par mail et je vous ai laissé aussi mon numéro de téléphone s'il y avait besoin. Donc, Fabien l'a expliqué, vous demandera bien sûr voilà, de couper vos micros. Et puis, ce que je vous propose pour ce soir, c'est que vous posiez vos questions. Je vais défiler slide par slide, hein, diapositive par diapositive. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Et puis, j'y répondrai au fil de l'eau. Ce sera beaucoup plus simple que de prendre tout à la fin. Comme ça, on peut vraiment faire un focus sur chaque thématique. Voilà. Et puis, comme je vous l'ai dit, vous recevrez tous les éléments par mail. Alors, pour commencer, est-ce qu'il y a des questions? Non, c'est bon pour tout le Non, monde? c'est bon pour le moment. Eh bien, on commence. Alors, pour introduire ce webinaire, je dirais que le partenariat, notamment le partenariat privé, c'est une piste séduisante et fréquemment évoquée par les clubs sportifs et par les bénévoles pour développer les ressources de sa structure sportive. Mais ce n'est pas si simple que ça, et on va le voir tout au long de cette soirée. Il faut bien comprendre que le cadre législatif prévoit deux modes de partenariat. On a le sponsoring et le mécénat. Et ces dispositifs, en fait, reposent sur des fondements juridiques qui sont quand même assez différents en termes de finalité. Donc, l'objectif de ce soir, ça va vraiment de vous, et mon rôle, ça va être de vous présenter cette démarche de recherche de partenaires pour essayer de vous sécuriser au maximum et d'optimiser votre temps, tout simplement, parce que vous en avez peu, vous avez beaucoup de tâches au sein de vos clubs. Donc moi, je vais essayer voilà, de vous apporter des éléments pour rationaliser tout ça et surtout vous sécuriser. Alors, pour ce soir, on verra notamment, c'était dans le titre, la différence de finalité entre le sponsoring et le mécénat. Ça, c'est le premier point sur lequel on va essayer de répondre à cette question. Ensuite, on verra la base réglementaire du mécénat en France et notamment la notion d'intérêt général. C'est vraiment la pierre angulaire sur laquelle le partenariat français repose. Ensuite, on verra à quelle démarche il faut faire, et notamment, on verra le rescrit fiscal. Et on finira la soirée par, alors peut-être qu'il y en a qui l'ont déjà rempli ou qui le remplissent de manière régulière, mais on verra comment remplir ce CERFA et on verra quel CERFA remplir quand on fait du mécénat. Voilà, j'espère que ces objectifs de ce soir vous conviennent et répondent à vos attentes. Muriel, il n'y a pas de questions? Toujours bon pas de questions. Ça va venir, je ne suis pas inquiet. Alors, est-ce que quelqu'un, comme ça, peut nous dire à la volée depuis quand existe
le mécénat en France? Ah, pas de réponse. Il y a une réponse, vas-y. Non, pas de réponse. Pas de réponse. Alors, Je dirais dans les années 60. eh ben, bien avant, vous voyez, je vous l'ai mis, ça, c'est beaucoup plus vieux que ça, parce que le mécénat, en fait, alors en France, on va dire dans l'histoire de l'humanité, euh, il existait depuis l'Antiquité, en fait. Et les premiers qui ont fait du mécénat ce sont les Grecs, en fait. Et donc, pour nous, sportifs, c'est quelque chose d'important, parce que, en fait, les Grecs l'ont fait surtout dans le cadre des premiers Jeux Olympiques, les Jeux Olympiques antiques. Et notamment, les riches familles grecques, en fait, donnaient de l'argent pour pouvoir doter le champion olympique de l'époque. Vous voyez, donc c'est quelque chose qui remonte à très très loin. Et puis, en France, et notamment en région Centre-Val de Loire, le mécénat s'est fortement développé, notamment sous la Renaissance avec François Ier, quand il a fait venir notamment Léonard de Vinci. C'est déjà une forme de mécénat. Et puis, comme vous l'avez dit, le mécénat, il s'est développé, on va dire, après la Seconde Guerre mondiale, pour quelques petits, on va dire quelques secteurs bien précis. Mais ce n'est pas quelque chose qui était très, très développé en Europe et plutôt aux États-Unis. Et puis, depuis maintenant une vingtaine d'années, plus d'une vingtaine d'années même, il commence vraiment à se développer, et notamment dans différents secteurs qui sont le social, la solidarité, l'humanitaire, l'environnement, l'éducation et un petit peu le sport. Et je vais être volontairement un peu taquin ce soir par rapport au sport, c'est que vous allez le voir, je vais l'expliquer juste après, on a la loi Ayagon qui vient en fait organiser le partenariat en France, et notamment le mécénat. Cette loi Ayagon, elle existe, vous voyez, depuis 2003. Et cette loi, elle est clairement, elle pose ses fondements par rapport notamment à une incitation fiscale. Une incitation fiscale envers qui? Envers les entreprises, ce on va appeler le mécénat de personnes morales, et puis les particuliers. Là, on va parler de personnes physiques, par exemple, nous, ce soir, autour de l'écran. Mais clairement, pour revenir à cette histoire du mécénat et à son évolution, le sport ne s'est pas du tout accaparé cette loi Ayagon. Il faut savoir que cette loi Ayagon, elle a été demandée par le président Chirac à l'époque, donc à François Ayagon, qui était son ministre de la Culture, pour pouvoir justement réparer le parc de Versailles, qui avait été fortement impacté par la tempête de 99, de nombreux aussi monuments historiques avaient été endommagés, et il y avait besoin de faire rentrer des fonds justement pour pouvoir aider l'État à contribuer à la rénovation du parc, et on a créé donc cette loi d'incitation fiscale. Et j'aime jouer poser cette question à chaque formation ou à chaque webinaire que je fais sur cette thématique. Le sport, en fait, est-ce que quelqu'un a un exemple à me donner de mécénat de sport, notamment mécénat des particuliers, qu'il aurait reçu dans sa boîte aux lettres? Vous savez, dans notre boîte aux lettres, toujours à la fin de l'année, là, on reçoit des appels aux dons pour le social, l'humanitaire, la recherche, mais pour le sport, eh bien, moi, je n'ai pas connaissance d'exemple. Donc, si quelqu'un a un exemple, qu'il nous le mette dans le chat. Et je suis vraiment preneur parce que, vous voyez, j'en ai pas connaissance, et je pense que voilà, on ne s'est pas du tout accaparé ce dispositif. Ça commence, et notamment sur le mécénat d'entreprise, sur le mécénat des particuliers, on a encore un peu de mal à y aller. Muriel, je ne sais pas s'il y a des exemples. Non, il n'y a pas d'exemple. Ça s'inquiétait juste que ça défilait pas encore, là. La diapo. Et ça La défile pas? diapo. Ça défile Non. pas? Non. Ah, alors là, il y a un problème. Parce que moi, ça défile chez moi. Bah D'accord. non. Ah, bah, il y a un problème. Et là, est-ce que vous voyez? Là, ouais, c'est Là, bon, on là. voit.
Je ne vais pas le mettre en visio, du coup, je vais le mettre en... Comme ça, vous le verrez. OK. On va le laisser comme ça. Donc, voilà, cette loi, le mécénat, le partenariat en France repose sur la loi Ayagon du 1er août 2003. Pas de questions, je n'en vois pas pour le moment. Non, c'est bon. OK. Alors, on va commencer par définir ce que c'est que le sponsoring. Alors, le sponsoring alors le sponsoring, c'est l'anglicisme, hein, mais en français, on va plus parler de parrainage. Le sponsoring, clairement, c'est un soutien matériel qui peut être aussi bien de l'argent, des biens, des services. Ça peut être un comptable, par exemple, qui va mettre à disposition un de ses salariés pour pouvoir aider à la comptabilité du club, de l'association. Et ce soutien va être vraiment pour apporter un soutien à une manifestation que vous organisez, par exemple un tournoi, à votre organisation, donc à votre club, ou à un sportif, en vue d'en retirer des retombées économiques. Ça, c'est vraiment un point important sur le sponsoring. Il y a vraiment une idée de promotion de l'image du parrain. On va être dans un acte qu'on peut appeler commercial. C'est-à-dire que vous allez vendre un espace, vous allez vendre une prestation. D'accord? Et ça, c'est dans le cadre du sponsoring. Donc, je vous ai fait un petit schéma, vous voyez, qui vient un petit peu clarifier cette notion de sponsoring. Vous allez avoir d'un côté le sponsor, donc une entreprise X ou Y, votre club de l'autre côté, et vous allez vendre, et ça, c'est quelque chose que vous avez plutôt l'habitude de faire, une prestation. Là, j'ai mis un exemple, vous vendez un encart publicitaire autour du cours ou dans le clubhouse pour 1 000 €. Alors, on va le retrouver sur des encarts publicitaires, on va le retrouver sur des flocages de maillots, on va le retrouver sur des gobelets, sur des serviettes, sur ce que vous voulez. Et le parrain, donc le sponsor, lui, ce qu'il cherche quelque part, c'est avoir des retombées. Vraiment sur son investissement. Il va vraiment vouloir que quelque part, cette publicité lui rapporte un petit quelque chose. Alors, vous allez me dire, c'est pas forcément évident dans nos structures de pouvoir chiffrer tout ça. Je vous l'accorde. Et vous n'avez pas une obligation de résultat, vous avez plutôt une obligation de moyens. Vous voyez, je vous l'ai mis juste en dessous là. Vous allez avoir une obligation en fait de mettre en œuvre des outils justement pour pouvoir arriver quelque part à valoriser votre engagement auprès du partenaire. Et notamment au moment du renouvellement du partenariat, au moment du bilan, il va falloir essayer de trouver des petites astuces pour pouvoir se dire, voilà, moi je vous ai apporté tant de clients. Alors j'ai eu un club, ce n'était pas un club de tennis, c'était un club de tennis de table, un jour qui m'a montré ça en formation et j'ai trouvé ça assez intéressant. Il ne s'est pas compliqué la vie, en fait, il a fait un petit A4 coupé en deux et il avait fait un tableau dedans avec 2 colonnes et il avait donné ça à ses adhérents. Et les adhérents avaient pour mot d'ordre, en fait, dès qu'ils allaient chez un partenaire du club, c'était que le partenaire mette un petit coup de tampon. Et à la fin de l'année, il récupérait tous ces petites cartes, on peut dire ces petites cartes de fidélité, et ça lui permet de chiffrer de manière plus ou moins exhaustive, mais il avait quand même des chiffres à donner à ses sponsors. Et ça, c'était assez intéressant parce que il avait mis en place un outil. Alors, l'outil vaut ce qu'il vaut, mais il avait répondu à son obligation de moyens. Et j'ai trouvé ça assez intéressant parce que c'est assez simple à mettre en place. Il suffisait en fait que les adhérents jouent le jeu et donnent à chaque fois qu'ils allaient chez le partenaire local un petit coup de tampon. Et vous voyez, cet achat, en fait, cet encart publicitaire que vous allez vendre, c'est clairement une prestation de communication ou de publicité. Donc,
là, il va y avoir l'émission d'une facture de votre part. D'accord? Parce qu'on vous achète quelque chose. Donc là, ça ne va pas être un reçu ni un CERFA, mais c'est bien une facture. Sponsoring égale prestation, prestation égale facture. Voilà, pour cette première notion de ce soir. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Pas de questions pour le moment. N'hésitez pas, hein, je suis là pour ça. Hein. Alors là, on était dans le sponsoring. Quelque chose qu'on connaît tous dans le sport. Voilà, on fait de l'affichage. Quelque chose qui est assez, en fait, assez commun chez nous. Ensuite, on va avoir le mécénat. Donc, sponsoring, prestation, mécénat, on va être dans une notion de don. Et on a vu, il y a deux possibilités. La loi Yagon nous autorise à faire du mécénat des personnes morales. Donc là, on va parler. Voilà. Alors, il y avait une question, comment Oui, doit il y a une question. la facture. Alors, la facture, elle se présente d'une manière, comme toutes les factures hein, que vous émettez, sauf que vous allez mettre, vous voyez, dans l'objet de la facture, prestation de publicité, par exemple pour 2023, sponsoring 2023, vous pouvez mettre publicité, panneau autour du cours, panneau au sein du clubhouse ou affichage du logo, je ne sais pas, sur la manche gauche de l'équipe première. Voilà, ça peut être des choses comme ça. Il faut expliciter sur quoi le support et la communication repose. Est-ce que j'ai répondu? Est-ce une obligation légale? De faire une facture, oui. C'est obligatoire. Vous vendez quelque chose, vous devez. De toute façon, l'entreprise ne pourra pas pourra pas vous donner d'argent si, dans le cas d'un sponsoring, si elle n'a pas la facture, parce que de toute façon, son comptable lui demandera. Il y a une question de Marie-France. Oui, Oui. j'ai une question qui concerne les contrats. Pour sponsoring, je pense qu'illégalement, on doit faire un contrat entre le sponsor et le club. Alors, ça dépend à quelle hauteur. Oui. Sauf que ce soir, on ne le verra pas, mais on fait une convention tout à fait. C'est une forme de contrat, hein, une convention de sponsoring ou une convention de mécénat, tout à fait. Où on explicite de manière très précise sur quoi on va afficher le partenaire. Sur quoi, je vous donne un exemple. Vous organisez un tournoi en extérieur pour des raisons météo, par exemple. On peut très bien imaginer dans cette convention mettre des conditions suspensives en disant, voilà, si la météo est défavorable, on annule le tournoi. Mais qu'est-ce qu'on fait des sommes? Oui, je vous pose une question. Qu'est-ce qu'on fait des sommes si le tournoi est annulé? Parce que le partenaire, lui, il vient financer 3 journées de tournoi, par exemple. Et là, on n'a pas de bol, il pleut à gros orages pendant 3 jours. Moi, je suis issu du golf. C'est des choses qu'on met régulièrement dans nos contrats et nos conventions de partenariat, que ce soit du mécénat ou du sponsoring, parce qu'on peut être assujetti à des problèmes de météo. Alors, je vois Patrice qui nous dit, la plupart du temps, les entreprises ne demandent rien. Ça veut dire qu'elles l'ont passé, je ne sais pas comment, et ça dépend vraiment du niveau de partenariat, mais légalement, à partir du moment où vous faites une prestation de service, il y a une facture. C'est la loi, c'est comme ça. Et si on verra, si c'est un don, on verra ce qu'il faudra remettre. Il y a une question d'Arnaud Huette. Est-ce que mettre son logo sur le site du club rentre dans le contrat du partenariat? Oui, bien sûr. Alors, on va le voir tout de suite après, et notamment dans la différence de finalité.
entre le mécénat et le sponsoring. On va garder la question de Arnaud, parce qu'elle est très intéressante et elle est très explicite. On verra justement pour vraiment marquer la différence entre le sponsoring et le mécénat. Je garde la question d'Arnaud qui me plaît bien là, pour justement faire la bascule. Alors, le mécénat, comme je vous l'ai dit, mécénat des personnes morales, les entreprises. Une entreprise va pouvoir apporter son soutien. Alors, c'est comme le sponsoring. Exactement pareil. Mais on va voir là, il y a une petite différence en termes d'affichage. Mais elle peut apporter son soutien aussi bien financier, en nature, dont produits qui sont réalisés par l'entreprise, ou du matériel, ou une compétence, ou des compétences. Voilà, donc ça va être le mécénat des personnes morales. Ça va être l'entreprise qui va apporter son soutien à l'association, au tournoi ou à une personne. Et là, elle va pouvoir déduire fiscalement 60% de son nom. Donc, si elle nous donne 1 000 euros, elle va pouvoir déduire 600 euros en fait, de ses impôts sur les sociétés. Et elle va pouvoir apposer son nom sans message publicitaire. Retenez bien cette précision-là, parce que c'est vraiment ça qui fait la différence entre les deux dispositifs. Un, il va y avoir un message publicitaire, une incitation à consommer, et l'autre, il n'y aura pas de message publicitaire. Et par rapport à la question d'Arnaud, vous voyez bien que dans les deux cas, vous pouvez très bien mettre le logo sur votre site. Mais la différence entre un mécène et un sponsoring, c'est qu'il n'y aura pas de lien de renvoi vers le site du partenaire, qui peut être un commerçant, qui peut être une entreprise. Dans le cadre du mécénat, vous aurez juste le logo. On reste dans de l'affichage. Dans le cadre du sponsoring, sur votre site, vous pourrez mettre le logo avec un lien. C'est-à-dire que le lien, en fait, va être considéré comme une incitation à consommer. Parce que quand la personne va cliquer, elle va aller sur le site du commerçant, elle va voir ses produits et elle peut être incitée à acheter ces produits. Vous comprenez la différence? Il y a vraiment cette notion de publicité et d'incitation à. Donc ça, c'est pour les personnes morales. Et puis les personnes physiques que nous sommes, on le fait plus ou moins tous, pour la SPA, pour la recherche contre le cancer, etc. Eh bien, on peut donner aussi à nos clubs sportifs. Et là, c'est ce que je disais, ça c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément encore bien intégré. Et la principale ressource d'un club, c'est aussi ses adhérents, parce qu'on peut très bien avoir des adhérents qui sont très intéressés pour pouvoir… Alors, bien sûr, ils payent leur adhésion, leur cotisation, etc., mais il y en a peut-être qui payent des impôts et qui sont peut-être intéressés pour soutenir un projet d'intérêt général que défend le club. Je ne sais pas, ça peut être un stage, je ne sais pas, à la boule de tennis, voilà. Et là, voilà, on fait un appel aux dons auprès déjà de ses adhérents. Après, on peut voir de manière un petit peu plus large. Donc là, vraiment, on va être dans des déductions fiscales de 66% dans la limite de 20% de son net imposable. Il y a des questions, Arnaud. Oui, je vois. Peut-on mettre le nom, le téléphone et l'activité du mécène? Tout à fait. C'est la loi de finances donc, de 2000 qui autorise à apposer son nom, son logo. Alors, en gros, dans le cadre du mécénat, vous allez pouvoir mettre le logo, l'adresse, téléphone et l'activité. Par contre, ce qui va vraiment déterminer la différence, c'est, je ne sais pas, le garagiste du pont est le plus rapide du coin. Vous voyez, par exemple, ça serait considéré comme du sponsoring s'il y a une incitation, il y a un message publicitaire. Dès qu'il y a un message publicitaire, une incitation, on n'est plus dans du mécénat. Et quels sont les risques d'apposer un logo avec le lien alors qu'il n'y a pas de contrat de sponsoring? Alors, j'ai envie de vous dire, ça dépend. Il y a un risque qui est quand même très minime. Ça, je ne vais pas vous le cacher. Ce n'est pas le contrat de sponsoring qui fait que vous pouvez être sanctionné ou pas. Ça va être la facture ou, on va le voir dans le cadre du mécénat, le CERFA. Parce que si vous remettez un CERFA, derrière, le sponsor, lui, va pouvoir le déduire fiscalement. Et
les impôts, les services fiscaux, eux, c'est ce qu'ils vont regarder. Ce n'est pas le lien, en fait, qu'ils vont regarder tout de suite. Ça va être déjà la déduction fiscale, le premier avantage. Et c'est ça qu'il faut faire attention. Si vous avez fait et c'est 90% des clubs sportifs, hein, vous avez un logo, vous avez un lien qui renvoie vers le partenaire, mais derrière, il n'y a pas forcément de contrat de sponsoring ni de contrat de mécénat. Il y a une aide. Et des fois, il n'y a même pas de remise de quoi que ce soit. Ça s'arrête là. Donc là, il n'y a pas de grand risque. Mais si on va vers une politique de développement du mécénat, du partenariat privé dans sa globalité, il faut quand même essayer de border un petit peu les choses et vraiment de scinder les sponsors des mécènes. Ça, c'est quand même quelque chose d'important. Question de Patrice Tafoureau. Un lien est traité différemment d'un numéro de téléphone? Non. Non, je pense pas. Non. Non. En réfléchissant, si. Parce que je pense que le lien va vraiment venir caractériser. Le numéro de téléphone, c'est pas trop grave. C'est même autorisé, pour être très précis. Le numéro de téléphone, il est autorisé. Le lien, par contre, il va venir. C'est clairement caractérisé, comme je vous le disais tout à l'heure, comme une incitation A, parce que vous allez envoyer. Je ne sais pas, vous avez par exemple Super U. Et ben, hop, vous créez un lien sur leur site. Donc, vous incitez quelque part à devenir client. Ouais, c'est comme ça que la loi l'entend. Donc, je dirais oui, en fait, il y a une différence. Ouais. Mais alors, une autre question de Patrice. Mais une entreprise peut être sponsor toute l'année et mécène sur un projet? Tout à fait. Tout à fait. Et c'est là où ça devient compliqué. C'est là où ça devient compliqué et c'est là où il faut aller vers des contrats et des conventions de sponsoring ou de mécénat pour bien border les choses. Qu'est-ce qui va relever du champ du sponsoring, on va dire oui, du sponsoring à l'année? Qu'est-ce qui va rentrer dedans et qu'est-ce qui va rentrer, par exemple, du mécénat sur un tournoi particulier ou une activité particulière? Je ne sais pas, ça peut être du tennis en fauteuil, ça peut être du tennis féminin ou une action sociale. Voilà, ça va toujours. Faut vraiment là commencer quand vous avez des partenaires qui viennent sur plusieurs champs. Il faut vraiment border les choses. Déjà pour vous, savoir où vous en êtes et qu'est-ce que vous avez pour eux, pour qu'ils comprennent bien jusqu'où ils peuvent aller. Et puis surtout en cas de contrôle, quoi. Pas d'autres questions. Je continue. Alors, pareil, je vous ai fait un petit schéma. Vous avez d'un côté le mécène, le club, le don, le panneau de remerciement, logo, nom, comme je vous l'ai mis, hein, surtout pas de message publicitaire. Et vous allez pouvoir offrir une valorisation de ce partenariat, on va dire une contrepartie, ce qu'on appelle une contrepartie disproportionnée, à hauteur de 25% du don. Donc là, pour 1 000 €, par exemple, vous pourriez offrir, par exemple, des places sur le tournoi que vous organisez, une place à Roland-Garros, une place, je ne sais pas, voilà, ce que vous avez à offrir. Ça peut être aussi une carte postale, vous voyez. Alors bien sûr, moi, j'incite absolument pas à aller vers la contrepartie à 25%, parce que cette contrepartie à 25%, vous voyez, c'est-à-dire que votre don, il n'est plus qu'à 750 €, quoi. Donc il faut être très prudent avec ça. La loi l'autorise, mais on peut faire des petites contreparties. Voilà, la carte postale fonctionne bien, la photo du tournoi avec les vainqueurs, voilà, c'est des petites choses comme ça qui peuvent être autorisées par les services fiscaux. Donc là, dans le cadre du don, vous allez
Donc, soit avoir une réduction fiscale de 60% pour les entreprises, de 66% pour les particuliers. Et là, on va être vraiment dans du reçu de don, donc un CERFA. On ne va pas être dans de la facture. Question de Sylvie Davio. Pour un même montant versé, pouvons-nous faire à la fois une facture et un reçu fiscal? CERFA. Non. On est bien d'accord que c'est pour le même montant versé pour le même projet. Oui, c'est ça, c'est pour le même montant. Moi, jusqu'à maintenant, je faisais les deux. En début d'année, je donnais à la fois, bon, j'appelais ça plus un reçu qu'une facture, et en même temps, je leur fournissais le CERFA pour le reçu fiscal, pour la déduction. Parce que c'est à la fois une charge et puis une déduction d'impôt. C'est ce que vous avez tout dit. C'est que en fait, c'est le jackpot pour l'entreprise parce qu'elle peut déduire fiscalement et elle déduit de ses charges. Il faut savoir que ce sont des sommes qui vont entre 40 et 50 euros. On est d'accord, mais à partir d'1 euro, la loi dit que voilà, c'est comme ça. Donc, ce que je vous conseille, c'est que vous n'avez pas besoin de faire de facture. Si c'est vraiment un CERFA, si c'est vraiment un don, le CERFA suffit. Hein. Il n'y a pas besoin de faire de facture. Non. Okay. On va le voir juste après comment il est ce CERFA. Il y a une autre question, je crois. Oui, de Delphine. Avons-nous des démarches auprès de l'administration fiscale en CODIR à faire avant de pouvoir émettre un CERFA? On va le voir juste après. Je ne réponds pas tout de suite à la question, on va le voir juste après. C'est à l'ordre du jour de la soirée. Bien évidemment qu'il y a des démarches. Oui. Donc, je vous ai mis ensuite un petit tableau, vous voyez, où vous avez les deux dispositifs. Hein. Donc, je ne vais pas reprendre tous les points, mais vous voyez bien que le sponsoring, on est dans une notion de publicité, une prestation, donc facture. Et là, on est vraiment sur quelque chose qui est considéré comme une charge auprès de l'entreprise. Elle va le passer en compte 6, hein, en publicité, voilà, et ça va venir dans ses charges. Et puis le mécénat, lui, il vient clairement, comme je vous l'ai dit, c'est une loi d'incitation fiscale. Il vient, vous allez pouvoir donc communiquer d'une manière très très simple, simpliste en fait, sur le mécène, son logo. En règle générale, on met le logo, hein, on ne va pas plus loin. Mais la loi vous autorise à mettre l'adresse et puis le numéro de téléphone. Et là, on va émettre un CERFA, qu'on verra un petit peu plus tard. Voilà. Et l'entreprise, elle, va venir le déduire de ses impôts sur les sociétés. Ou la personne physique va venir le déduire de ses impôts sur le revenu, tout simplement. Est-ce que c'est clair, cette notion? Vous voyez bien qu'il y a vraiment deux finalités différentes. Il y en a une qui va être vraiment reposée sur une prestation, l'autre qui va être quelque part sur une adhésion aux valeurs de l'entreprise, aux valeurs aussi, mais aux valeurs du club, et qui va vraiment défendre quelque part un projet ou une organisation vraiment d'intérêt général. Non. Alors, une question. Un prestataire, exemple, entreprise de nettoyage, qui donne de l'argent au club, est-elle considérée comme sponsor, même si aucune promotion de cette société est réalisée? Excusez-moi. Non. Après, c'est vous qui le définissez, j'ai envie de vous dire. Si vous n'y faites pas, en fait, vous voyez qu'en fait, c'est ce qu'on va émettre. Et là, en l'occurrence, en fait, il y a beaucoup d'entreprises. Il faut quand même savoir que la plupart des entreprises et des entrepreneurs sont des petites entreprises à notre niveau. On va voir des petites entreprises. Donc, elles n'ont pas forcément connaissance non plus du mécénat. Alors, il y en a qui sont au fait, mais il y en a le petit entrepreneur du coin.
vous savez, il n'est pas plus informé que certains présidents de club. Et là, ça peut être, pour lui, il peut vous donner 200 €, et puis lui, en fait, il va vous dire, donnez-moi un reçu, puis il fait passer ça dans sa comptabilité, mais il fait passer en charge. Il pourrait très bien, ça se trouve, s'il paye, bien sûr, s'il fait des bénéfices, parce qu'il y a des entreprises, vous voyez bien, en fait, déjà, la différence de finalité, c'est-à-dire que dans le ciblage des entreprises que vous allez aller démarcher, il y en a certaines, et surtout au jour d'aujourd'hui, il y en a, c'est même pas la peine de leur proposer du mécénat, parce que déjà, elles ont très peu de bénéfices, ou alors, il y en a, ils veulent vraiment et clairement avoir de l'incitation à, c'est-à-dire de la prestation de publicité. Donc, si on est dans cette logique-là, on n'ira pas sur le mécénat. Et pour répondre à la question sur l'entreprise de nettoyage, s'il n'y a aucune incitation à quoi que ce soit, elle peut très bien être aujourd'hui en tant que sponsor, parce que vous lui mettez un pseudo reçu et une pseudo-facture. Mais il était intéressant de se poser la question et de lui poser la question, est-ce que ça vous intéresse de passer sur un dispositif de mécénat? Parce que de toute façon, pour lui, ça ne changera pas grand-chose, parce que de toute façon, il est juste dans un affichage de logo sans contrepartie. Donc, ça peut être intéressant pour lui. Et surtout, ça peut être intéressant pour vous, parce qu'il peut peut-être vous donner un petit peu plus, parce qu'à l'arrivée, de toute façon, ça lui coûtera moins cher. Il y a une question d'Olivier Serrault. Peut-on faire un mécénat avec un partenaire, exemple magasin de sport, qui fournirait des balles, du matériel, etc. Oui, tout est possible. Tout est possible. Il faut savoir par contre que la valeur de mécénat est de prise en compte, en fait. Si vous donne un carton de balles de tennis, c'est son coût de revient à lui, c'est pas son prix de vente. Ça, c'est ce qu'il faut savoir. Même par exemple, si vous faites un partenariat avec le boulanger du coin, ce n'est pas le prix de vente de la baguette, c'est son coût de revient. Question d'Aurélien Thomas. Existe-t-il un plafond maximum du montant du mécénat? Oui, dans l'absolu, oui. C'est 5 pour 1000 pour les sociétés. Donc, il y a quand même le temps de voir venir à notre niveau. Mais non, une entreprise peut vous donner sans aucun problème 10 000 €, 20 000 € si vous avez la chance, quoi. Il n'y a pas de problème. Pas d'autres questions. Ça va dépendre en fait de son impôt, son volume d'impôt sur le revenu, tout simplement. Sur le revenu. Sur les sociétés, pardon. Alors, je continue. Alors, le cadre réglementaire. Là, on était vraiment sur la différence entre le sponsoring, la finalité entre les deux dispositifs. Et comme quelqu'un l'a posé tout à l'heure, c'est Delphine, il y a un cadre réglementaire à tout ça. Pour émettre des reçus fiscaux, il y a un certain nombre de démarches, et notamment le club sportif doit être reconnu d'intérêt général au sens fiscal du terme. Alors, qu'est-ce qu'on entend par intérêt général? On va avoir plusieurs conditions qui vont déterminer l'intérêt général d'un club. Alors, la première condition, c'est une condition légale, et ça dépend en fait du domaine d'intervention. Alors, pour nous, le sport, on rentre dans les conditions légales. Donc, c'est-à-dire que, par définition, un club de sport, à 90%, il est d'intérêt général, parce qu'il relève d'une fédération qui dépendent en fait du code du sport. Donc à partir de là, déjà, c'est un premier critère très déterminant. Ensuite, on va avoir 3 autres conditions qui sont plus d'ordre de la jurisprudence. Et là, on va avoir notamment une notion de gestion désintéressée des bénévoles. Alors, aux dernières nouvelles, les missions que vous faites
au sein de vos clubs, vous n'êtes pas rémunéré. Donc, ça ne pose aucun souci. Vous avez une gestion désintéressée. Ensuite, il va y avoir la notion d'activité principale qui ne doit pas être lucrative. Hein, elle est non lucrative. Alors, pour déterminer le fait qu'une association est lucrative ou pas, en fait, on va regarder son chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'il doit être inférieur à 72 432 €. Alors, le chiffre d'affaires, on va le trouver où? Notamment dans vos comptes de résultats. C'est bien le compte 70. Vous savez, c'est ce compte à droite du compte de résultats tout en haut. Donc, on entend par chiffre d'affaires, il n'y a pas les cotisations, il n'y a pas les dons, il n'y a pas les partenariats. On parle bien de vente, c'est-à-dire toutes les prestations que vous faites, toutes les prestations que vous vendez. En fait, tout ce que vous allez, toutes les factures que vous allez émettre pour les autres, en fait. Hein. Donc, ça va être, c'est là où vous allez voir. Alors, en règle générale, nos petits clubs, on n'est pas assujettis on est très loin de cette franchise d'impôt de 72 000 €. Mais voilà, il faut le savoir, il y a une franchise et à partir du moment où on est sous la franchise, on est reconnu pour ne pas avoir une activité lucrative. Et puis, ne pas agir en cercle restreint. Aux dernières nouvelles, vos clubs de sport et vos clubs de tennis, ils sont ouverts à tous. À partir du moment où on respecte les statuts et le règlement intérieur et qu'on y adhère, il n'y a pas de discrimination. Votre club est ouvert à tous. Donc voilà, selon ces conditions-là, on est d'intérêt général. Mais hélas, vous savez qu'on est dans un pays, en France, où c'est parfois un peu compliqué juridiquement. Et il y a quand même, en fait, il y a 2 procédures pour être d'intérêt général. Il y a la première procédure qui va être l'autoproclamation d'intérêt général. Donc, selon les conditions qu'on a explicitées là juste avant, hein, nos conditions légales et les 3 autres, on peut s'autoproclamer. C'est-à-dire que demain matin, si vous ne l'avez pas fait, je vous y invite à le faire en bureau ou en CA. Au moins, vous ferez preuve de bonne foi si vous aviez un contrôle. Et vous dites, voilà, nous, on se considère d'intérêt général parce que on relève du champ du sport, on est en cercle, on n'agit pas en cercle restreint, on est en dessous de la franchise d'impôt, en dessous de 72 000 €, donc on a une activité non lucrative, et puis on agit en gestion désintéressée. Donc voilà, on est d'intérêt général, vous le mettez au PV de la réunion, et ça, c'est une première étape. C'est une première étape pour ceux qui font vraiment des petits partenariats. Voilà, au moins vous êtes de bonne foi. Par contre, si vous commencez vraiment à développer une politique de partenariat un petit peu plus conséquente, avec vraiment, notamment, cette notion de mécénat, parce que si vous faites que du sponsoring, hein, il n'y a pas d'intérêt à aller faire un rescrit fiscal. Si vous faites que du sponsoring, vous faites de la facture, il n'y a aucun problème. Les services fiscaux ne viendront pas vous embêter. Tant que vous restez dans la franchise d'impôt, parce qu'après, quand vous passez cette franchise d'impôt, vous êtes assujetti à la TVA. Donc, il faut aussi le préciser. Mais voilà, vous allez avoir cette autoproclamation. Et puis, si vous commencez à développer un petit peu de partenariat, donc là, il va falloir en fait faire une demande auprès des services fiscaux. Et c'est ce qu'on appelle un rescrit fiscal. Et un rescrit fiscal, en fait, c'est une demande d'autorisation d'émettre des CERFA aux impôts. Alors, comment ça se passe? Dans la boîte à outils, vous aurez, je vous ai mis un modèle de rescrit fiscal. En gros, pour ceux et on l'a tous fait depuis maintenant une quinzaine d'années, vous avez tous un projet associatif. Donc, vous allez expliciter ce que vous faites, comment vous le faites, avec qui vous le faites, organigramme, les horaires, où vous le faites, combien ça coûte. C'est-à-dire qu'on va devoir mettre ses bilans, ses comptes annuels,
et puis mettre toutes les informations dans ce document qui vont permettre aux services fiscaux de déterminer en fait votre degré d'intérêt général. Donc, ils vont se baser sur les critères qui sont ici. En règle générale, il n'y a aucune difficulté. S'il y avait une difficulté, c'est qu'il y aurait peut-être sûrement quelque chose qui n'a pas été bien compris par l'agent des services fiscaux. Donc, ce ne sont pas des grands méchants loups. N'hésitez pas à les appeler, n'hésitez pas à aller les voir. Vous allez en fait aller voir, en fait, là, il y a toujours une personne au niveau des impôts, et notamment de l'arrondissement. C'est par arrondissement, en fait, hein, vous dépendez d'arrondissement. Il y a toujours une personne qui est en fait responsable de la vie associative. Donc, vous demandez à prendre rendez-vous avec elle et puis vous lui expliquez ce que vous faites, ce que vous voulez faire. Et puis, voilà, en règle générale, ça pose aucun souci. Alors, il faut savoir que les impôts ont 6 mois pour vous répondre. Si vous n'ont pas répondu, vous êtes d'intérêt général. Il n'y a pas de souci, c'est fait de fait. Faites cette demande par recommandé. C'est beaucoup, ça permet d'avoir une trace. Hein. Voilà. Et en règle générale, il n'y a pas de souci. Il y a une question de Marie-Françoise. Alors, ton micro, Marie-Françoise. J'avais une question, c'était juste pour vous dire que effectivement, j'étais inquiète du fait qu'on n'ait pas reçu de retour de l'administration fiscale. oui. On a fait l'an dernier une procédure de demande de rescrit fiscal auprès de les administrations fiscales de notre club et on n'a jamais eu de retour. Donc, le fait qu'on n'ait jamais de retour, ça signifie qu'ils nous considèrent comme automatiquement Intérêt général. intérêt général. Donc, on n'est pas obligé d'attendre un retour. Vous avez au bout de 6 mois. 6 mois et un jour, vous êtes d'intérêt général. D'accord. C'est un principe administratif hein, pour beaucoup de choses. Bon, après, pourquoi ils n'ont pas fait de retour? C'est quand même. Vous êtes de quel département? 45. Ouais, c'est étonnant. Ouais. Bon, après, ça ne mange pas de pain de passer un petit coup de fil ou un petit mail leur demandant où ils en sont, parce que moi, ça vous sécurise. Vous l'aviez envoyé par recommandé? Personnellement, je ne sais pas parce que c'est mon secrétaire qui s'en était occupé. Je ne sais pas s'il a fait un recommandé ou pas, je pense. Il y aura une trace, une preuve. Hein. Donc, je ne sais pas. Faut que je lui demande s'il l'a fait par recommandé ou pas. Mais je sais qu'on en parle à chaque réunion. On se dit, c'est bizarre, on n'a pas reçu. Donc, peut-être que c'est normal. Oui, c'est perdu. Hein. Vous savez qu'on n'est jamais à l'abri avec l'administration. Voilà, ça peut arriver. Hein. Donc, moi, j'enverrai un petit mail pour demander où ils en sont. D'accord. Merci. Alors, c'était quand? C'était, on a fait ça en 2021. Oh, bah, vous pouvez recommencer. Ouais, on va pouvoir recommencer, je pense. Parce qu'en fait, je vais venir sur la prochaine question que je vois qui a inscrit un Muriel. Oui. Quelle est la durée de validité du rescrit fiscal? Eh bien, je n'ai pas une bonne nouvelle. C'est que la durée de validité d'un rescrit fiscal, c'est 1 an. Ah, c'est 1 an. ce qui veut dire qu'il faut refaire ça tous les ans? Alors, je vais mettre un bémol. Je vais mettre un bémol parce que vous êtes, pour la majorité d'entre vous, vous êtes des petits clubs. Alors, il n'y a rien de péjoratif à dire qu'on est un petit club, mais vous êtes très très loin, en fait, vous voyez, de ce critère qui est de la franchise d'impôt, en fait. Vous comprenez bien que si vous étiez à 70 000 €, pour une raison X ou Y, vous avez la buvette, par exemple, qui marche mieux parce qu'en fait, il a fait plus chaud en 2022, et vous êtes à 74 000 €, et bien là, vous n'êtes plus d'intérêt général, donc vous ne pouvez plus émettre de CERFA. Ah, vous voyez qu'une année à l'autre, en fait, c'est ça en fait, qui va déterminer à notre niveau le fait d'être d'intérêt général ou pas. Alors, moi, je vous rassure, moi, ce que je vous conseille, c'est au moins de le faire tous les 4 ans, une fois par Olympiade, et ça ira très bien comme ça.
mais la loi dit que normalement, c'est tous les ans. Merci. Bonne soirée pour ceux qui s'en vont. Alors, une fois qu'on est soit autoproclamé ou on a fait une procédure de rescrit, on est dans les clous, on a reçu la notification des impôts, comme quoi on peut mettre un CERFA, et ben on va pouvoir émettre des CERFA, alors aussi bien pour recevoir des dons d'entreprises, mais aussi de particuliers. Donc on va être sur le CERFA 11 580-03, et on va le voir tout de suite après. Je vais partager un CERFA pour qu'on puisse regarder comment ça se présente pour ceux qui n'en auraient jamais vu. Et puis, ne confondez pas l'intérêt général avec l'utilité publique. L'utilité publique, elle est décernée d'abord dans le sport à des très grosses fédérations et à des fédérations qui ont vraiment une histoire ou vraiment un intérêt et un développement par rapport au social. Je vais vous donner un exemple. La fédération d'équitation, par exemple, elle est d'utilité publique, tout simplement parce que le monde requin a payé un fort tribut lors de la Première Guerre mondiale. Vous voyez, donc leur utilité publique remonte à très très loin. Vous avez la fédération handisport, la fédération sport adapté. Il y a quelques fédérations qui sont d'utilité publique, mais à votre niveau, vous n'êtes pas d'utilité publique, parce que l'utilité publique, de toute façon, elle est décernée en Conseil d'État. Et de toute façon, alors il y en a qui vont me dire, ouais, mais ma fédération, elle est d'utilité publique ou d'intérêt général. Oui, d'accord, sauf que vous avez vu, selon les modalités qu'on a vues, les conditions, ça ne marche pas par ricochet. Jamais. Jamais, parce que ça dépend en fait de l'association dans laquelle vous êtes. Et c'est association par association. Ça ne fonctionne pas par ricochet, à part pour certaines associations qui sont du type Secours Populaire, SPA, etc. Mais c'est parce qu'en fait, elles sont des associations qui sont en fait des antennes. Donc là, il y a un lien. Vous voyez. Mais pour vous, une association, un club, il a ses propres statuts, même s'il dépend de sa fédération, vous allez être indépendant. Donc on va regarder selon les critères que je vous ai expliqués tout à l'heure. Pas d'autres questions Non, pour c'est bon. Alors, je vais arrêter le partage. Hop, et je vais aller ouvrir un modèle de CERFA. Hop, et je vais le partager. J'espère que ça va marcher. Hop, partager. Tac. Hop là. Tac. Est-ce que vous l'avez à l'écran? Oui, c'est bon. C'est bon? Alors, comme je vous l'ai dit, le CERFA, ça sera toujours le 11 580 étoile 03. Et ce CERFA, vous voyez, il se présente sur 2 pages. Vous allez pouvoir déjà le pré-remplir sur sa première page, quasiment. Parce que, vous voyez, vous allez avoir donc le nom de votre association, l'adresse, vous allez prendre les objets. Alors, l'objet, c'est souvent l'article 1 ou l'article 2 des statuts. Vous synthétisez, voilà, vous le pré-remplissez et c'est bon. Et vous aurez toujours la case numéro 4. Ne cherchez pas autre chose. Vous êtes toujours une œuvre ou un organisme d'intérêt général. Ça ne peut pas être autre chose. Donc déjà, vous pouvez le précocher. Et puis, vous aurez à numéroter dans l'ordre que vous émettez le CERFA, les CERFA. Parce qu'il faut savoir qu'il va falloir le faire en double. Un pour vous, que vous devez archiver dans votre comptabilité et garder pendant 5 ans. Et l'autre que vous allez donner à l'entreprise ou au donateur. Donc là, le donateur, je me suis mis moi. Vous mettez la somme en chiffres, en lettres,
Et là, on va avoir nos différents articles du Code général des impôts. Alors, je ne vous ai pas coché le 885 parce que si un jour vous aviez le 885 à cocher, je vous le dis, c'est pour des dons d'action. Vous pouvez prendre un avocat, voilà, il vous fera ça de manière très bien et ce sera beaucoup plus simple. Donc je l'ai volontairement pas coché parce que vous aurez de manière générale l'un des deux, qui est le 200, on l'a vu, le 200 du CGI, qui va être pour les personnes physiques. C'est-à-dire nous, ce soir, autour de l'écran, on donne 100 € au club, voilà, on relève du 200. Une entreprise relèvera du 238. Ensuite, ce que vous allez avoir de manière récurrente, en termes de forme de don, vous aurez la déclaration de don manuel. C'est-à-dire que là, en fait, il n'y a absolument aucune convention qui est faite aussi bien dans le cadre d'une personne physique ou d'une personne morale. Il n'y a rien qui est fait. On vous fait un don, je ne sais pas, de 500 €. Vous remettez le CERFA, voilà, 238, déclaration de don manuel, pas de souci. Ou alors, si vous avez une convention, pour border les choses, on va être sous un acte sous seing privé. Donc là, s'il y a une convention de partenariat qui est mise en place, notamment le mécénat, là, vous aurez à cocher l'acte sous seing privé. Et si c'est un acte authentique, c'est-à-dire, nous, on a eu un GDOS de la région Centre qui a eu un don d'une maison. Et donc là, pour le don du bien immobilier, il fallait absolument passer devant un notaire. Donc là, on est sous un acte authentique, donc devant un officier public, hein, le notaire en l'occurrence. Donc là, on est sur l'acte authentique. Donc c'est beaucoup plus rare. Vous aurez voilà, ces deux formes de dons. L'acte sous seing privé quand il y a une convention et quand il y a absence de convention, c'est une déclaration de don manuel. Vous serez dans la majeure partie sur du numéraire ou pour ceux qui le font, notamment la renonciation aux frais kilométriques pour les bénévoles, vous serez sur du autre. Et là, il n'y a pas de difficulté. Vous aurez, ce que je vous conseille dans la majorité du possible, des chèques, des virements. Il y a encore des entreprises parfois qui remettent en espèces. Donc là, je vous invite à avoir un petit, si c'était le cas, alors ça arrive sur les petits partenariats, on donne 20 €, on va chez les commerçants du coin, prendre un petit carnet à souche, vous savez, comme font les pompiers, voilà, vous faites un, voilà, tel commerçant nous a donné 20 €, et l'autre nous a donné, et puis vous faites une souche détachable, et puis vous remettrez à la fin de l'année le CERFA. Là, il faut le faire en double parce qu'il y a une notion d'espèce qui est importante. Donc là, il faut faire attention. Voilà. Pour pas qu'il y ait de conflit, en fait. Donc voilà, ce CERFA, il est assez simple à remplir. Hein, vous voyez, voilà, le donateur, le receveur, hein, le bénéficiaire, toujours la case 4, et puis vous allez avoir soit le donateur, bien évidemment, le montant du don, la date, et puis voilà, nos articles pour les entreprises, pour les personnes physiques. L'acte sous seing privé, déclaration manuelle, sera plutôt en numéraire, des chèques ou des virements. Et puis vous signez, vous tamponnez et vous le faites en 2 exemplaires. Il y a une question, Arnaud. Oui. Quelle différence y a-t-il entre le CERFA 11580 étoile 3 et le 162 16 01? Alors là, je ne peux pas vous dire comme ça, parce que je ne connais pas le 162 16 01. Je vais aller voir tout de suite. Si je peux prendre 30 secondes. 162. Après, il y aura une autre question aussi. 01. Ah, d'accord. Ah, ok. Alors, vous avez les 60. Ok. Alors, tout simplement, parce qu'il doit y avoir un 02 aussi qui traîne. C'est tout simplement, c'est que le 01, il est pour les personnes morales. Il est pour les entreprises.
et le 0,2 doit être pour les personnes physiques. En fait, moi, le mien, le 0,3, en fait, il fait tout. Vous avez bien vu, en fait, quand vous cliquez sur 200 ou 238, ça va flécher sur les personnes morales ou les personnes physiques, tout simplement. Que les autres, ils sont vraiment l'un par rapport aux personnes morales, l'autre aux personnes physiques, tout simplement. Il y a une autre question. Un don d'une personne physique ne peut donc pas être déduit d'une cotisation annuelle dans un club car contrepartie? Ah oui. Oui, oui. On ne peut pas payer sa cotisation de manière en mécénat, ce n'est pas possible parce qu'il y a une contrepartie disproportionnée derrière. Il y a des services qui sont offerts, donc à partir de là, vous ne pouvez pas. Et il y a Jean-Pierre Bloch qui a levé la main. On ne t'entend pas, Jean-Pierre. On pas. On a perdu Jean-Pierre. Oui. Alors, Patrice, il a raison. Hein, il y a eu un accord de l'État en 2021 sur les remboursements de cours non effectués qui pouvaient se faire via une défiscalisation. Mais ça, c'était en 2021, suite au Covid. Il y avait une autorisation des services fiscaux pendant une année et c'était quelque chose d'exceptionnel. Donc, voilà. Et Jean-Pierre, donc c'est comment intégrer un don Oui, physique? alors moi, c'est comment intégrer un don, par exemple, physique d'un billet d'entrée ou de choses comme ça. D'un billet d'entrée. Par exemple, un billet pour un parc d'attractions. Une société fait un don pour par exemple, un tournoi ou quelque chose comme ça. Il vous donne un billet pour un parc d'attractions ou une entrée, par exemple, au Puy du Fou. C'est-à-dire que l'entreprise te fait un don, Jean-Pierre? D'entrée, d'un billet d'entrée. Ouais, c'est comme un cadeau, en fait. C'est-à-dire que pour Ouais. un lot, il offre un billet, c'est ça? Ouais. Ben là, dans Est-ce ce qu'il cas-là, faut rentrer la valeur du billet? Ouais. On en revient toujours à la même chose. Hein, c'est comme un don en nature, en fait. Ouais, tout à fait. Là, on ne va pas être dans le numéraire, on va être dans le autre, en fait. Mais la valeur, c'est ce que je m'interroge, c'est la valeur. Et je pense que c'est la même chose que pour le boulanger. C'est le coût de revient, en fait, du séjour. Ouais. Après, ça dépend si ça peut être aussi une entreprise qui achète des billets qui te les redonne. Ce n'est pas forcément le parc d'attractions. Ouais, mais là, c'est plutôt le parc d'attractions, par exemple, Si qui c'est te le donne parc un billet d'attractions, c'est pour clair. une action. Ouais. Là, si c'est le parc d'attractions, c'est le coût de revient. C'est le Là, coût de c'est revient. sûr. Là, c'est sûr. D'accord. Si c'est par ricochet une entreprise qui achète, par exemple, à Beauval et qui vous donne des billets, là, ça sera le prix de vente. Le prix qu'elle les a achetés. D'accord. Qui n'était pas le prix public parce qu'elle en achète peut-être par grosse quantité. OK. Pas d'autres questions? Non, pas d'autres questions. Ah si. Y a-t-il un risque à ce que le principal fournisseur d'un club verse une somme et demande un CERFA? Quel conseil donnez-vous pour dissocier la relation d'affaires et le mécénat pour éviter le risque de requalification? Eh ben, alors, y a-t-il un risque que le principal fournisseur d'un club verse une... Ouais. Là, la question qui va se poser, c'est quelles sont les contreparties, clairement. Donc, il faut vraiment, pour éviter tout risque, faire une convention. Une convention, qu'est-ce qui relève du business
Et qu'est-ce qui n'en relève pas? En fait, qu'est-ce qui va relever en fait du partenariat? En fait, tout ce qui est hors partenariat relève du business. C'est pas plus dur que ça. Donc, à partir de là, ça sera clair. Mais là, attention à bien être précis, à passer un petit peu de temps sur cette convention de partenariat pour pouvoir vraiment expliciter vraiment quelles sont les contreparties engagées par le partenariat. Une question de Patrice Tafouro. Un concessionnaire qui prête un véhicule avec plein de pubs dessus. Oui, ça. Alors, c'est quoi plein de pubs? C'est pubs Des de liens. Des liens, par exemple, un lien pour un site internet, il peut y avoir son site dessus. Du concessionnaire? Ouais. Généralement, il y a de la pub avec le lien du site. Pour moi, là, on est vraiment dans du sponsoring. Ouais. S'il y a juste, j'ai envie de vous dire, je ne vois pas l'intérêt de mettre un lien si il met, je ne sais pas, Warsman Blow, par exemple, tout le monde va savoir aller le chercher, en fait. Donc, c'est peut-être plus intéressant de juste mettre son logo, s'il a une bonne notoriété, et de dire on le passe en mécénat pour le concessionnaire. Mais vous voyez, par exemple, le Super U, pour citer que, ils ont leur véhicule avec Super U, Cendillon, et puis l'adresse mail, le téléphone et le lien, quoi. Ça, c'est pas grave. Ça, c'est pas grave. Non, c'est pas gênant, ça. Non, y a pas, on n'ira pas vous chercher les noises pour ça. Ouais. Surtout sur un véhicule. Non, non. Il n'y a pas d'autres questions ce soir? Non, pas d'autres questions. Bah, moi, j'ai quasiment fini. Je vais repartager mon écran, mais hop, fenêtre, tac. Donc, vous voyez, une fois qu'on a cette reconnaissance d'intérêt général, eh bien, on peut émettre des CERFA. Et vous voyez que toute la difficulté, en fait, du partenariat privé, ça va être de se dire, je vais cibler les entreprises sur du mécénat et je vais en cibler d'autres peut-être sur du sponsoring. Parce qu'il y en a qui seront absolument jamais intéressés par du mécénat. Moi, ça m'est arrivé régulièrement dans le cadre de mise en place de partenariats. En règle générale, c'est très très rare qu'on fasse du mécénat de personnes morales au premier coup et au premier rendez-vous. C'est très 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 rare. On est vraiment plus dans du sponsoring. Et après, avec de fil en aiguille, il y a une relation de confiance qui va s'instaurer avec vos partenaires. Et c'est là qu'on va aller vers du mécénat. Disons qu'on peut attirer plus facilement des partenaires en leur parlant de mécénat que de sponsoring. Ah non, l'inverse. Moi, je vous dirais l'inverse. Bah, ils peuvent défiscaliser. C'est pas ce qui les intéresse la plupart du temps. Ouais. C'est pas ce qui les intéresse la plupart du temps. C'est pas pour moi. Et dans toutes les enquêtes, c'est absolument pas le facteur, en fait, l'incitation fiscale pour les petits clubs. Hein. Les partenaires, locaux, c'est vraiment pas ça qui va déterminer le fait qui vous aide ou pas. Ce qui va déterminer ce qui vous aide ou pas, c'est vraiment par rapport aux valeurs partagées. Mais ça, c'est une autre histoire. C'est l'objet d'une formation de 6 heures. J'en fais une notamment demain soir au CDOS de Loir-et-Cher sur comment construire son offre de partenariat. Et là, on est plus dans l'échange de valeurs. Et c'est autre chose. Mais l'incitation fiscale, j'ai envie de vous dire, dans le cadre du partenariat, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Ouais. Mais du coup, dans un slide précédent, il y a quand même un astérisque qui dit que c'est pas obligatoire. C'est conseillé, mais pas obligatoire. De quoi Le rescrit, pardon. La procédure de rescrit. C'est ce que je vous ai Là, dit. sur celui-là, là, tout en bas, il y a marqué « Elle n'est pas obligatoire ». Exactement, oui. C'est ça, c'est bien Ouais, ça. ouais. Elle n'est pas obligatoire, mais elle est fortement conseillée. D'accord.
Parce que si vous avez, on ne sait jamais, hein, moi après, on peut très bien se dire, ok, je suis du sport, ok, j'ai ça, 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 mais pour une raison X ou Y, vous savez, quand vous faites une demande de rescrit, ça repose sur des textes, mais ça repose essentiellement sur l'interprétation d'une personne. Oui, bien sûr. Et à partir de ce moment-là, on n'est jamais à l'abri d'une surprise. Imaginez, vous avez 10 000 € de mécénat que vous recevez par an. Donc, vous émettez quelque part 6 600 € de déduction fiscale pour des entreprises. S'il y a une requalification en disant en fin de compte, vous êtes autoproclamé, mais en fait, nous, on considère que vous n'êtes pas d'intérêt général en cas de contrôle, eh ben, vous aurez la différence à payer. Ce ne sera jamais le partenaire, hein. Ce sera toujours le club qui sera condamné, hein. S'il faut commencer à chercher des partenaires pour payer les amendes. C'est un peu embêtant, hein. Donc voilà, donc après, c'est toujours une histoire de niveau. À quel niveau on se situe, quelle est la part de risque. Voilà. Ouais. C'est ça qu'il faut voir. Et c'est ce que je vous mettais en conclusion, hein, c'est ce que vous disiez. Pour moi, la démarche partenariale ne peut pas se réduire simplement à une déduction fiscale. Elle doit vraiment prendre en compte, en fait, un certain nombre d'éléments qui sont la stratégie de développement du club. Voilà, qu'est-ce que je veux faire? Comment je veux le faire? Avec qui je veux le faire? Quels sont les moyens humains du club? Parce que vous avez bien compris que le partenariat, en fait, et là, on n'est pas rentré dans la construction de l'offre, mais quand on fait une offre de partenariat avec des contreparties, de la pub, de l'animation sportive dans l'entreprise, ou faire venir des gens de l'entreprise dans le club, etc., ça prend du temps, tout ça. Donc, il faut des moyens humains. Ça demande des compétences qu'on n'a pas forcément. Il y a voilà, ce soir, vous avez un certain nombre d'éléments juridiques que je vous ai apportés, mais il va y avoir des compétences de communication, des compétences de vente, et ça, tout le monde ne l'a pas forcément, et puis même, on ne peut pas l'acquérir parce que ça dépend peut-être des personnes. Donc, vous voyez, c'est vraiment une démarche, en fait, le partenariat, qui va s'inscrire dans le moyen et le long terme, parce que ça demande vraiment un investissement et des compétences. Malgré tout, ça reste pour moi, j'aime travailler sur le partenariat parce que c'est un outil formidable pour pouvoir créer du lien avec les entreprises, collaborer avec les entreprises, monter des projets un peu différents de ce qu'on a l'habitude de faire, sortir de cette logique de guichet, parce que le sport, on a été pendant des années historiquement dans une logique de guichet. On allait voir notre commune, on allait voir notre département, la région, la fédération, l'État. Mais voilà, là, travailler avec des entreprises, c'est une autre manière de travailler. Donc, ça peut être très, très intéressant aussi. Mais ce n'est pas la panacée et ça ne se fait pas du jour au lendemain comme ça, quoi. Ça, si je vous disais ça, je serais un menteur. Donc voilà. Moi, j'ai fini pour ce soir. Il y a une question, Arnaud, je l'ai eu par SMS, excuse-moi. Ouais. Si un partenaire privé finance, par exemple, 200 000 € pour un cours couvert, est-ce que ça peut rentrer en mécénat? Oui. 200 000 €, oui. 200 000 €, ça veut dire que cette personne ou cette entreprise a un chiffre d'affaires, un impôt sur le revenu de 1 million. Donc, c'est une très grosse entreprise. Il n'est pas cher à 200 000. Voilà. Et encore une question, faut-il que le club déclare les dons reçus en mécénat? Oui, c'est une très bonne question, Arnaud. Depuis le 31 mai, il faut aller sur le site des impôts, hein. Vous avez un code normalement pour l'association où par votre biais personnel, vous rentrez dans la messagerie et il y a maintenant dans le menu déroulant, là, il y a vous pouvez et vous devez en fait à la fin de chaque année, d'ailleurs, je le rajoute parce que je ne l'ai pas mis, déclarer les mécènes du club. C'est un moyen de contrôler.
Juste les sociétés ou les sommes également? Les sociétés et les sommes. Ah ouais? Ouais. Ah oui, c'est important. C'est tout nouveau. Ça vient de sortir. Ça vient de sortir. C'est le moyen de contrôler. Hein. Parce que de toute façon, ils n'ont pas les moyens de contrôler, ou très peu de moyens. Ils sont une ou deux personnes. Donc voilà. Donc là, ils font des rapprochements de fichiers. Hein. Écoutez, il est 20h21. Avez-vous d'autres questions? Apparemment pas. Bon, écoutez, avant de conclure, vraiment un très grand merci à Arnaud pour son expertise. Je pense qu'il était vraiment très précis. On voit tout de suite qu'il connaît bien son affaire et c'est surtout bien, ouais, vraiment. Je pense que c'était, à mon avis, utile pour vous, les clubs. De toute façon, comme d'habitude, l'équipe régionale de développement, on est à votre disposition pour vous aiguiller, vous guider, vous accompagner comme d'habitude. Est-ce que Arnaud, je peux juste te demander encore de faire un tout petit truc, s'il te plaît, de descendre à la dernière slide du support, s'il te plaît. Ouais, tout à fait. Merci beaucoup. Voilà. Voilà, c'était juste pour vous indiquer la suite. Il y aura encore en prévision 2 webinaires, en fait, donc le 6 mars et le 4 avril. Le 6 mars sur l'entretien des cours avec un ingénieur conseil de la fédération. Voilà, Olivier Bourgeton, et puis donc le 4 avril, la définition de la relation salariée avec une intervention de l'équipe juridique du Cosmos. Voilà, encore une fois, vraiment un très grand merci encore une fois à Arnaud. J'en profite, j'ai oublié de vous dire quelque chose. La Ligue du Centre vous a envoyé un petit mail pour les clubs qui ont déjà fait et qui connaissent bien sûr la campagne ANS. Elle a commencé aujourd'hui. ANS Action. Voilà, donc on est à votre disposition, les conseillers en développement, pour vous, encore une fois, vous aider, vous guider, vous accompagner au niveau de la plateforme également, notamment. Voilà. Bah, écoutez, merci à tous, et puis bah, écoutez, une bonne soirée. Merci à vous tous. Bonne Merci. soirée.